Vous êtes au courant, le cessez-le-feu mis en place le 15 janvier 2025 entre le Hamas et Israël sous l'égide du président américain Donald Trump n'a pas fonctionné. Le 18 mars 2025, l'armée israélienne a lancé une offensive surprise contre la bande de Gaza. C'est le retour de la guerre. Des doutes que j'avais déjà émis dans mon analyse il y a 2 mois de cela qui ne laissaient déjà pas présager une paix durable. Mais si je vous disais que Gaza n'est finalement qu'une fraction d'un jeu bien plus grand qui se joue au Moyen-Orient, ce conflit masque des enjeux colossaux pour Israël. Et Israël, vous allez le voir, n'a pas le temps. Nous sommes en train d'assister à une reconfiguration du rapport de force dans toute la région depuis la chute de la Syrie d'Assad en décembre 2024. Derrière la vitrine, la nouvelle Syrie est extrêmement fragile après des décennies de combats. Sa nouvelle administration a encore bien du mal à tenir ses nombreux seigneurs de guerre. Le contrôle du nouveau gouvernement reste limité dans certaines régions alors que des groupes locaux et factions islamistes maintiennent une certaine autonomie, comme ont pu le constater à leur détriment les Alaouites. L'Iran a subi un important revers et perdu l'essentiel de sa zone tampon qui s'étendait de l'Irak au Liban et qui lui permettait de fracturer en deux le Moyen-Orient, voire d'endiguer partiellement Israël. Le pays des mollahs pourrait bien être tenté de miser sur son programme nucléaire pour tenir ses rivaux à l'écart. Pendant ce temps, la marine américaine est maintenant pleinement engagée dans une guerre contre les Houthis au Yémen. En Israël, la guerre est devenue permanente, tandis que Netanyahou se maintient au pouvoir malgré des contestations internes et la démission de plusieurs membres de son cabinet. En Turquie, Erdogan renforce son pouvoir avec l'arrestation récente de son principal opposant, le maire d'Istanbul. Le vide laissé par l'Iran est en train d'être comblé par la Turquie et Israël. Leur pouvoir se renforce et avec lui, une rivalité explosive avec pour théâtre principal la Syrie. Vous êtes aussi nombreux à demander en commentaire si nous avons traité de sujets comme l'Arabie Saoudite, l'Ukraine, la stratégie russe ou chinoise, l'Europe. Généralement, la réponse est oui. Je vous invite tout simplement à voir nos anciennes vidéos, vous aurez souvent les réponses à vos questions, car je fais généralement des clins d'œil ou des références à des sujets déjà traités. Tout simplement aussi, YouTube ne met pas toujours en avant nos émissions, tandis qu'on maintient notre rythme de publication. C'est pourquoi, si vous êtes abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être informé de nos publications, et en plus, on sort une vidéo qu'une fois par semaine, donc vous n'êtes pas spammé. Du côté de l'actualité, vous savez que je cherche souvent à soutenir les étudiants en relations internationales étant moi-même passé par ce cursus et nous avons relancé une émission de podcast mensuel grâce à la FDNU qui s'assure la production de cette émission. Vous retrouverez le premier épisode sur vos plateformes de podcasting préférées, la thématique étant ici la nouvelle géopolitique des ressources en Afrique. Le lien est en description. Sur ce, merci à tous pour votre fidélité et très bon visionnage. Le cessez-le-feu de janvier 2025, signé le 15 janvier entre Israël et le Hamas sous la médiation des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte, est entré en vigueur le 19 janvier après 15 mois de guerre. L'accord prévoyait une trêve de 42 jours, des échanges de prisonniers et de l'aide humanitaire pour Gaza. La première phase, fin février, a libéré 33 Israéliens et 596 Palestiniens, tandis qu'1,5 million de tonnes d'aide sont entrées dans l'enclave. Mais le 18 mars, tout s'effondre. Israël lance une offensive et les combats reprennent. La rupture vient du refus israélien d'entamer la deuxième phase qui exigeait un retrait total de ses troupes de Gaza. Beaucoup de facteurs expliquent cette rupture du point de vue israélien. Tout d'abord, le Hamas, même s'il a subi des coups, n'a pas été défait complètement, et au contraire même, puisqu'il a recruté entre 10 et 15 000 combattants depuis le début de la guerre et donc absorbé ses pertes. Ensuite, la coalition de Netanyahou a été fragilisée par des manifestations et des démissions, dont celle de Benny Gantz. Cette coalition dépend essentiellement aujourd'hui du soutien de l'extrême droite israélienne favorable à l'occupation et la colonisation de Gaza, avec des figures comme Ben Gvir, ministre de la Sécurité nationale, et Bezalel Smotrich, ministre des Finances. Souvenez-vous, dans la dernière vidéo, Ben Gvir avait démissionné à cause du cessez-le-feu. Je vous rassure, il est de retour à son poste depuis la reprise des combats. Mais la vraie clé, c'est la stratégie régionale. Avec la chute d'Assad en décembre 2024 et l'affaiblissement de l'Iran, Israël voit une chance historique d'enfoncer le clou. Maintenir des troupes à Gaza, c'est pour Israël garder la pression sur le Hamas et compenser le principal handicap d'Israël, sa faible profondeur stratégique. Pour le dire simplement, Israël veut frapper vite et fort pour porter la guerre hors de ses frontières. Comme au Liban, où les tensions avec le Hezbollah persistent malgré une trêve fragile depuis novembre 2024. Cette recomposition régionale n'est pas sans conséquences. L'Iran a porté ses réserves d'uranium enrichi à 60% à 274,8 kg au début du mois de février, contre 192,3 kg selon le dernier rapport de l'AIEA. Avec ses centrifugeuses IR-6 à Natanz et Fordo, ce stock pourrait suffire pour 2 à 3 bombes nucléaires d'ici l'été 2025, si enrichi à 90%.
chaque bombe nécessitant environ 25 kg de cet uranium. À titre de comparaison, pour un usage civil de production énergétique, un uranium enrichi entre 3 et 5% est habituellement la norme. Cette accélération coïncide avec l'élection de Donald Trump et la chute de l'influence iranienne au Moyen-Orient via la fin de la Syrie d'Assad et un Hezbollah affaibli. Face à la perte de ses leviers conventionnels contre Israël et les États-Unis, Téhéran semble donc miser sur le nucléaire. D'autant que les sanctions sur ces missiles balistiques liées à la résolution 2231 de l'ONU expireront normalement en octobre 2025 si elle n'est pas renouvelée. En mars 2025, une lettre du président américain aurait été envoyée à l'Iran, bien que son contenu exact reste peu clair. Cette lettre donne à l'Iran un délai de 2 mois pour conclure un nouvel accord nucléaire. C'est la fameuse technique de la pression maximale sur l'Iran. Le guide suprême iranien, Ali Khamenei, a rejeté cette initiative et s'oppose aux négociations avec les États-Unis tant que les sanctions économiques sur l'Iran sont en vigueur. Mais l'Iran a tout de même aussi répondu formellement dans une lettre envoyée à Oman, territoire reconnu pour servir de lieu d'intermédiation sur le nucléaire iranien. Les États-Unis hésitent. Faut-il relancer un accord avec des concessions à la clé ou passer à une action militaire ? Or, toute action militaire implique d'abord d'avoir Israël dans une position de force, d'où aussi la guerre prolongée à Gaza, au Liban et en Syrie pour gagner en profondeur stratégique. La reprise des combats contre les Houthis est aussi indirectement liée à cette politique de la pression maximale. En ciblant les alliés de Téhéran au Yémen, qui sont les derniers dans la région encore véritablement debout, les États-Unis cherchent non seulement à affirmer leur soutien à Israël, mais aussi à influencer les calculs stratégiques de l'Iran, sans engager une confrontation directe. Trump poussera probablement l'Iran dans ses retranchements, préférant la pression économique et les menaces à une action militaire directe qui serait coûteuse et risquée. Un deal reste une possibilité. L'Iran, acculé économiquement, pourrait céder sur certains points de son programme nucléaire contre un allègement des sanctions. Le cas échéant, il pourrait donner un feu vert à Israël pour des frappes ciblées. L'enjeu est de taille, car si l'Iran obtient l'arme nucléaire, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Turquie, qui sais-je, pourraient emboîter le pas, déclenchant une véritable course aux armements à l'international, une course à laquelle les membres du Conseil de sécurité de l'ONU devraient s'opposer. Vous voyez où je veux en venir par rapport à ma dernière vidéo sur les actuelles négociations russo-américaines qui vont au-delà de l'Ukraine. Le 18 mars 2025, lors de leur appel, Poutine et Trump ont, je cite, évoqué le Moyen-Orient comme une région potentielle de coopération pour prévenir de futurs conflits. Après la chute d'Assad en décembre 2024, la Russie a perdu un allié clé, mais conserve encore ses bases syriennes et une relation étroite avec l'Iran, renforcée par des échanges économiques de 4,9 milliards de dollars en 2023, selon Rostat. Tout comme la Chine, la Russie ne sacrifiera pas ses liens avec l'Iran pour un accord trop favorable aux États-Unis. Mais face au nucléaire iranien, un axe de coopération russo-américain pourrait émerger afin d'empêcher Téhéran d'obtenir l'arme nucléaire. Selon le rapport de l'AIEA de février 2025, l'Iran détient des réserves d'uranium enrichi de 8294,4 kg, soit 41 fois la limite qui avait été fixée par la JCPOA de 2015, au sein duquel la Russie était co-négociateur. La Russie s'oppose d'ailleurs avec la Chine à tout développement d'une arme atomique iranienne, mais demeure flexible sur un usage civil. La crainte principale étant la multiplication des arsenaux nucléaires dans le monde et une déstabilisation des rapports de force dans le Caucase et en Asie centrale. Le ministre iranien des Affaires étrangères a exclu des négociations directes avec les États-Unis tant que la politique de pression maximale continuait. Cela n'exclut pas en revanche un rôle de la Russie comme intermédiaire, un schéma qui avait déjà été testé sous Biden. En 2022, lors des pourparlers de Vienne, Moscou avait par exemple proposé d'exporter l'uranium iranien excédentaire, une piste qui avait été rejetée par Washington. Bloomberg rapporte le 4 mars 2025 que les États-Unis ont profité des négociations en Arabie Saoudite pour solliciter l'aide russe dans les discussions sur le nucléaire iranien, une demande confirmée par le Kremlin le lendemain via Reuters. Le processus aurait déjà commencé, à en croire les dernières sources internationales, bien que, vous vous en doutez, l'ensemble demeure confidentiel. En résumé, la Syrie d'Assad constituait un ciment historique qui justifiait une forte coopération russo-iranienne dans la région. Ce ciment n'est plus. Tandis que Moscou est en plein dialogue avec Washington sur un possible allègement des sanctions, les États-Unis ont jugé le moment opportun de mener une campagne de discussion et de négociation sur le nucléaire iranien qui pourrait inclure en intermédiaire la Russie. Depuis la chute de Bachar al-Assad, la rivalité entre la Turquie et Israël s'intensifie au Moyen-Orient, avec la Syrie comme théâtre principal.
Ankara cherche à consolider son influence dans une Syrie post-Assad, que ce soit dans le cadre de son projet de hub gazier avec le Qatar ou ses ambitions néo-ottomanes. Des objectifs qui entrent en conflit avec les intérêts d'Israël qui, loin de mettre l'Iran de côté, révise également ses calculs stratégiques et s'adapte aux nouveaux rapports de force dans la région. Israël, de son côté, redoute qu'une présence turque renforcée ne favorise des factions hostiles près de sa frontière nord. Depuis 2015, l'aviation israélienne a réalisé des milliers de frappes en Syrie contre des cibles liées à l'armée syrienne, à l'Iran et au Hezbollah. Avec la chute d'Assad, Israël a poursuivi cette politique de neutralisation des moyens militaires sur le territoire syrien. Israël affirmant d'ailleurs avoir détruit 80% du potentiel militaire de l'ancienne armée syrienne. Israël vise aussi à sécuriser le Golan occupé et établir une zone démilitarisée dans tout le sud syrien. Des propos confirmés dans un discours de Netanyahou à la fin du mois de février 2025. Aucun projet d'état druze ou de dépaissement de la Syrie n'est confirmé, mais de nombreux indicateurs montrent qu'Israël cherche à intensifier les efforts d'autonomie des minorités en Syrie, que ce soit en leur permettant de travailler dans les villes israéliennes du Golan ou en organisant des réunions entre membres de la communauté druze syrienne et israélienne. Ceci alors que des échanges de tirs entre miliciens druzes et la nouvelle autorité syrienne ont eu lieu au début du mois de mars dans le sud de Damas. Retenez que cette posture d'Israël reflète sa stratégie, limiter les menaces régionales, qu'elles viennent de la Turquie ou de l'Iran, tout en s'appuyant sur une Russie qui a perdu son influence en Syrie mais dont les bases sont perçues comme un contrepoids à l'influence turque. Le tout adossé à une tentative d'attraction des minorités qui représentent, je le rappelle, 15% de la population syrienne afin de constituer des zones tampons. Le 1er mars 2025, i24 News indiquait qu'Israël préférait maintenir des bases russes en Syrie pour contrer l'influence turque. Reuters, le 28 février, ajoutait qu'Israël faisait pression sur les États-Unis pour préserver ses bases dans une Syrie post-Assad. Ce rapprochement s'explique par une convergence d'intérêts. La Russie, avec ses bases de Tartous et Mienmin, partage avec Israël une méfiance envers l'expansion turque. La relation israélo-russe est aussi loin d'être conflictuelle dans la région. Depuis 2015, un mécanisme de déconfliction et de partage de renseignements, probablement d'ailleurs toujours d'actualité au vu du résultat des frappes israéliennes, permet à Israël de frapper sans toucher les forces russes. En plus d'une convergence d'intérêts, cette entente tactique est facilitée par le fait que 20% de la population israélienne vient d'ex-URSS et qu'Israël n'a pas imposé de sanctions contre la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine. Le conflit à Gaza n'est devenu en 2025 qu'une pièce au sein d'un échiquier complexe où chaque acteur cherche à maximiser ses avantages stratégiques dans un Moyen-Orient en recomposition. Israël, en proie à des défis internes et externes, intensifie ses efforts pour étendre sa profondeur stratégique tout en exploitant le vide laissé par l'affaiblissement de l'Iran et la chute d'Assad. La Turquie apparaît aujourd'hui comme un rival en devenir d'Israël, tandis qu'Erdogan consolide son pouvoir et que le recul de l'Iran et la chute d'Assad ouvrent les portes d'un projet néo-ottoman qui pourrait s'étendre de la Méditerranée orientale jusqu'à la Libye. L'Iran, qui a perdu ses principales zones d'influence, pense à l'option nucléaire pour se préserver, tandis que les États-Unis poursuivent le projet de sécuriser Israël sur le long terme et rêvent d'une normalisation israélo-saoudienne. La Russie, elle, tente d'équilibrer ses intérêts respectifs face aux enjeux nucléaires et militaires, tout en étant concentrée en Ukraine. Outre la complexité générale de la géopolitique, ce tableau instable illustre une vérité fondamentale. Au Moyen-Orient, les alliances sont parfois temporaires, les rivalités omniprésentes et les conflits malheureusement quasi permanents. La question reste ouverte, cette nouvelle dynamique régionale conduira-t-elle à un équilibre durable ou à une escalade encore plus dangereuse ? J'espère vous avoir offert ici des clés de compréhension sur la reconfiguration en cours au Moyen-Orient et la vision actuelle de la stratégie américano-israélienne. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une vidéo de synthèse. Je reviendrai par exemple sur la stratégie des minorités d'Israël en Syrie qui est beaucoup plus complexe et qui est loin d'être une réussite, mais aussi Erdogan qui navigue toujours subtilement en prenant bien garde de ne pas dépasser les limites. Comme toujours, j'ai cuisiné tout ça pour que ce soit le plus digeste possible, mais n'hésitez pas à apporter davantage de détails en commentaire et à vous informer en parallèle. Pour aller plus loin et nous soutenir financièrement, car tenir une chaîne comme ça, c'est aussi avoir des frais, vous avez la possibilité de devenir membre donateur sur YouTube contre des petits bonus comme des emojis en commentaire ou avoir votre pseudo au crédit de l'émission. Tous les liens utiles sont en description ainsi que nos réseaux sociaux. C'était Quentin pour Terra Bellum, merci à tous pour votre fidélité et à la prochaine.